Bonjour, alors première vidéo sur la méthode de l'explication de texte en philosophie. Donc cette première vidéo va parler de la manière d'aborder en fait les textes à expliquer en philosophie, du travail préparatoire au brouillon et de la rédaction pardon, de l'introduction. Il y aura donc une deuxième vidéo qui concernera plus le corps du devoir, la rédaction des parties, des grandes parties. Voilà, donc on se concentre dans cette première vidéo vraiment sur tout ce qui se passe comment dire, dans un premier temps quand on découvre le texte et donc quelle attitude avoir face à lui jusqu'à donc rédiger une première introduction au brouillon. Voilà, donc je rappelle que l'explication de texte au bac est comment dire, vous avez 4 heures comme pour la dissertation, puisque vous choisissez donc pendant l'examen entre une dissertation ou un texte et que l'épreuve dure 4 heures, ce qui fait aussi qu'on a largement le temps de passer par le brouillon et de prendre le temps aussi de lire et relire le texte. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Le premier point, donc, c'est, comme je le disais, sur la manière d'aborder les choses. Et je crois que la meilleure manière d'aborder ça, surtout si vous avez déjà fait des dissertations, c'est de considérer le texte qu'on vous propose comme s'il était une partie de dissertation. Donc je dis bien comme si, puisque évidemment les textes qu'on vous propose ne viennent pas de dissertation, ils viennent de livres écrits donc par les philosophes. Hein. C'est forcément pour les textes les auteurs qui font partie de la liste officielle du programme. On ne peut pas vous mettre un texte d'un auteur qui n'est pas dans cette liste officielle. Donc ce sont des gens qui ont écrit des livres, qui pour la plupart vivaient à une époque où on n'avait même pas encore inventé la dissertation ni l'école. Voilà, si vous avez un texte de Platon ou un texte de Descartes, Platon et Descartes n'ont jamais fait de dissertation puisque la dissertation n'existait pas de leur vivant. Alors, ce conseil de considérer le texte comme une partie de dissertation a du sens parce que les textes sont choisis pour le bac et sont découpés pour le bac, hein, dans un livre. On prend un extrait de texte de manière à ce qu'il réponde à des critères assez précis. Et en fait, les critères pour choisir ces textes ressemblent en fait énormément aux critères qu'on vous demande de remplir quand vous faites une partie de dissertation. Je veux bien dire une grande partie de dissertation, hein, pas une sous-partie. Alors, pourquoi parce que en détail, tout d'abord, n'importe quel texte qu'on vous proposera au bac ou dans l'année porte sur une ou plusieurs des notions du programme de philosophie. Donc exactement comme les dissertations, dans les dissertations, il y a forcément une notion du programme qui apparaît. Le programme que vous connaissez, hein, le devoir, le bonheur, la liberté, le travail et la technique, la conscience, l'inconscient, le désir, ainsi de suite. Je ne vous récite pas toute la liste des notions. Voilà, mais donc forcément, il porte sur une des notions du programme, d'où déjà l'intérêt justement de connaître son cours si on veut bien expliquer un texte. Hein. Donc vous n'êtes pas pris par surprise, le texte ne parlera pas d'une notion philosophique que vous n'avez pas abordée dans l'année. Deuxièmement, pourquoi le considérer comme une partie de dissertation? Eh bien parce qu'il répond à une question philosophique. Alors, exactement de la même manière qu'une dissertation est une question philosophique, eh bien un texte qu'on vous propose répond forcément à une question philosophique. Donc c'est le même genre de question que vous pouvez avoir en dissertation, c'est-à-dire par exemple la question de savoir si nous sommes libres ou déterminés, la question de savoir si nous pouvons atteindre
le bonheur, la question de savoir comment on définit le bonheur, la question de savoir si le travail est aliénant ou au contraire s'il est quelque chose d'épanouissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, dans l'absolu, on pourrait recomposer un sujet de dissertation à partir du texte, et ce sujet de dissertation serait en fait la question à laquelle répond le texte. Donc exactement comme une de vos parties de dissertation répond à une question philosophique qui est le sujet de dissertation, et bien de la même manière, le texte qu'on vous propose répond à une question philosophique qu'on pourrait dans l'absolu formuler comme un sujet de dissertation. Troisième parallèle avec la partie de dissertation, et peut-être le plus central en fait, c'est que le texte qu'on vous propose défend une thèse philosophique, et il en défend une seule, et la thèse, c'est précisément la réponse à cette question dont on parlait dans le point précédent. Donc là encore, désolé si je suis un peu lourd et que je surexplique, mais je préfère être trop clair que pas assez. De la même façon que quand vous faites une partie de dissertation, cette partie défend une réponse au sujet de dissertation, et une seule réponse. Hein. S'il y a d'autres réponses dans votre dissertation, elles sont dans d'autres grandes parties. Et bien de la même manière, un texte de philosophie qu'on vous propose, il répond à cette question donc en posant une thèse, et encore une fois, une seule thèse. Hein. Il n'y a jamais deux thèses dans les textes qu'on peut vous proposer, il y en a forcément une seule. Quatrième, parallèle, eh bien, c'est que exactement comme une partie de dissertation qui défend une thèse, le texte qu'on vous propose défend une thèse en proposant des arguments qui permettent de défendre cette thèse. Donc si le texte soutient par exemple que nous sommes déterminés et que nous n'avons pas de libre arbitre, il va donner des arguments en faveur de cette thèse déterministe. Si le texte soutient par exemple que l'être humain ne peut pas atteindre le bonheur, eh bien il va donner des arguments cherchant à prouver, cherchant à montrer pourquoi l'être humain ne peut pas atteindre le bonheur, etc. etc. Voilà, donc c'est déjà un premier aperçu, puisque toutes ces choses-là, ces quatre points qu'on vient de détailler et que vous voyez sur la diapo, ces quatre points sont des choses que vous devez toutes repérer si vous voulez faire une bonne explication de texte. Repérer la notion dont il parle, repérer la question philosophique à laquelle il répond, repérer la thèse, c'est-à-dire sa réponse à cette question, et repérer les arguments qui lui permettent de défendre sa thèse. Cinquième point, et dernier point, c'est que comme une partie de dissertation, eh bien, le texte contient éventuellement des exemples qui vont permettre d'illustrer les arguments, qui vont permettre de renforcer les arguments et de renforcer la thèse. Alors, j'ai bien dit éventuellement, puisqu'on peut tout à fait vous donner des textes dans lesquels il n'y aura pas d'exemple. Et comment dire, autant pour les quatre points, les quatre premiers points, pardon, ce sera systématique pour tous les textes. Forcément sur une des notions du programme, forcément il répond à une question philosophique, forcément il a une thèse, et forcément il contient des arguments. Par contre, le texte qu'on vous donne ne contiendra pas forcément des exemples. Ça dépend d'un texte à l'autre. Voilà, mais là aussi, ces exemples, il faut arriver à comprendre. Quand on lit le texte, il faut arriver à comprendre à quel argument ils sont reliés, de quelle manière ils illustrent cet argument, ou de quelle manière ils illustrent la thèse. Voilà. Donc ça, c'est pour l'attitude générale à aborder, mais qui vous permet aussi en fait dès le début de l'épreuve, une fois que vous avez choisi votre sujet, ou dès le début de votre travail d'explication, quand vous découvrez le texte, il faut tout de suite essayer d'avoir en tête le fait que vous devez essayer de repérer tous ces points, ces 5 points, ou les 4 premiers si le texte n'a pas d'exemple, mais repérer donc ces 4 choses dans le texte pendant la lecture. Alors,
Précisément, moi, mon conseil quand on commence l'explication de texte, ça serait de relire le texte plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, je ne veux pas dire 2 fois ni 3 fois, mais j'aurais tendance à dire plutôt 10 fois, 15 fois, 30 fois. Je sais que ça a l'air bizarre. Je sais que ça a l'air bizarre, néanmoins, j'ai eu plusieurs fois au cours des années des retours d'élèves qui m'ont dit qu'ils avaient appliqué cette méthode et que ça marchait vraiment bien. Vous allez constater, si vous lisez un texte de philosophie 15 fois ou 20 fois, que peut-être il ne sera pas clair du tout à la première lecture, mais que à la 20e lecture, très souvent, il va devenir totalement clair. Ça semble étrange, mais ça vient du fait que les textes philosophiques, alors il y a en fait 2 obstacles à la compréhension de ces textes généralement. Le premier obstacle, c'est souvent la langue, parce qu'ils ne sont pas écrits dans une langue qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, au quotidien. Ils sont écrits dans une langue très soutenue et parfois ils sont écrits dans une langue qui est un peu datée. Par exemple, si vous avez un texte du philosophe Descartes qui est écrit au XVIIe siècle, la manière dont on s'exprimait au XVIIe siècle n'est pas exactement la même que celle dont on s'exprime aujourd'hui, et encore plus quand on écrit un texte. Donc, ça, c'est un premier obstacle. Et justement, cette difficulté de la langue, tout de même, à force de relire le texte, normalement, elle se dissipe au cours des lectures, ou au moins, elle s'atténue au cours des lectures. La deuxième raison de relire le texte beaucoup de fois, et qui est aussi le deuxième obstacle, c'est que les textes des philosophes sont souvent des textes très denses. C'est-à-dire, il y a une densité, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, ils disent en fait beaucoup de choses en une seule phrase, d'où l'idée d'ailleurs d'expliquer ces textes, c'est-à-dire justement de clarifier et comment dire, d'expliciter des choses qui sont en fait très très contenues. Le terme d'expliquer, hein, expliquer, explication de texte, expliquer étymologiquement, ça veut dire à peu près en fait la même chose que déplier. Dans expliquer, vous avez pli. Et donc expliquer, c'est un peu comme déplier une feuille. C'est-à-dire que là, vous dépliez un texte, il faut considérer qu'une phrase, une phrase de ce texte, c'est comme quelque chose de très plié, et à l'intérieur des plis, il y a en fait beaucoup de choses. Donc en expliquant, vous essayez de déplier, de déployer tout ce qui est contenu dans les phrases du texte. Voilà, donc vraiment, j'insiste sur ce conseil de lire le texte 20 ou 30 fois. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, ça ne vous prend pas nécessairement beaucoup de temps, et vous pouvez tout à fait, sur une explication de 4 heures, passer 30 minutes rien qu'à lire le texte, même sans rien écrire. Hein. Alors pas forcément sans rien écrire, hein, ça c'est suivant un peu chacun, je dirais, mais vraiment prendre le temps de comprendre le texte, le considérer comme un objet un petit peu complexe, et où il faut que notre pensée en fait s'habitue à ce texte, s'habitue à ces formulations, qu'on rentre dedans. Et au bout d'un moment, vraiment, vous allez voir, les choses qui n'étaient pas claires au début vont se clarifier, parce que presque de lui-même, votre cerveau va s'appuyer sur les choses qu'il comprend dans le texte pour essayer d'en déduire celles qu'il ne comprend pas. Et en fait, dans ces lectures successives, votre cerveau va faire des hypothèses sur les passages qu'il ne comprend pas, et il va les confirmer ou les infirmer au fur et à mesure que vous lisez et que vous comprenez de plus en plus d'éléments du texte. Hein. Je vous assure vraiment, faites le test. Vous allez voir qu'il se produit quelque chose comme ça. Alors, sauf dans un cas où vraiment il y aurait un texte où on ne comprendrait vraiment absolument rien dès le début. Mais ça, très honnêtement, je crois que c'est très très rare que ça se passe comme ça. Donc, vous faites ces multiples lectures du texte sans forcément écrire, et pendant ces lectures, vous vous demandez eh bien, tous les éléments dont on parlait juste avant, sur la diapo d'avant. Vous essayez de vous demander c'est quoi la question à laquelle il est en train d'essayer de répondre.
hein. Voilà, je sais pas. Si vous avez le mot libre arbitre dans un texte, eh bien, vous vous demandez est-ce que le texte n'est pas en train d'essayer de répondre à la question de est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est déterminé. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Il peut y avoir le mot libre arbitre dans un texte et que le texte soit pas là-dessus. Mais vous cherchez le maximum d'indices pour essayer de remonter à une question philosophique, à une des questions philosophiques qu'on a traitées pendant l'année dans le programme. Et au bout d'un moment, vous allez reconnaître cette question. Vous vous demandez aussi, du coup, en faisant toutes ces lectures, quelle est la réponse à cette question que le texte est en train d'essayer de donner, puisque donc encore une fois, il va prendre position sur cette question, il va pas juste dire ah bah il y a la question de est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est déterminé. Non, si on vous donne un texte, c'est que soit il va défendre qu'on a un libre arbitre, soit il va défendre que non, nous sommes déterminés, hein. Voilà, il y a une réponse claire et tranchée dans le texte à la question. Là aussi, à vous de la trouver. Je me permets aussi peut-être de dire tout de suite une chose importante, c'est que la thèse du texte, la réponse qu'il défend, et malheureusement n'est pas forcément une phrase du texte, hein. Il peut arriver qu'on doive comprendre la thèse à travers l'ensemble du texte, et que la thèse ne soit pas une phrase ou un bout de phrase qu'on pourrait souligner, qu'on pourrait isoler. Alors, dans certains textes, c'est le cas, mais dans d'autres textes, malheureusement, ça ne l'est pas, hein. Toujours sur les choses à vous demander pendant que vous faites ces multiples lectures, eh bien, encore une fois, hein, c'est les mêmes éléments dont on avait parlé, vous vous demandez quels sont les arguments avec lesquels il essaie de défendre cette thèse, donc avec lesquels il essaie de répondre, de défendre, excusez-moi, cette réponse à la question. Et enfin, alors ça n'est pas la moindre des choses, et c'est un point là pour le coup dont on n'a pas parlé sur la diapo précédente, c'est qu'il faut aussi vous demander comment vous pourriez diviser le texte en 2 ou 3 parties, c'est-à-dire à quel moment le texte, à l'intérieur du texte, on passe à autre chose, on passe à une autre idée. À quel moment, par exemple, on était sur un argument et on passe à un autre argument. C'est très important parce qu'on va vous demander dans l'introduction de donner le plan du texte, donc de donner ces 2 ou 3 parties, et même toute votre explication va être guidée par ça, parce que les parties de votre explication, on y reviendra, mais les grandes parties de votre explication vont devoir correspondre aux grandes parties du texte. Alors, je dis 2 ou 3 parties parce que quand même, dans la plupart des cas, le texte, on peut le découper en 3 parties. Et là aussi, c'est quelque chose à quoi ils font attention quand ils choisissent les textes pour l'examen. Ça n'est pas un absolu. On peut avoir un texte qui ne contiendra que 2 parties. On peut avoir un texte qui en contiendra 4. Mais je pense que pour l'immense majorité des textes, on va pouvoir découper à peu près 3 moments dans le texte. Donc voilà, se demander à quel moment il y a une espèce d'articulation. Alors il y a des indices, hein, dans le texte à chercher. Par exemple, si ça change de paragraphe, c'est qu'il y a des chances qu'on passe à une autre partie du texte. Mais ça peut aussi, les passages de parties peuvent être marqués par des connecteurs logiques du genre par conséquent, du genre d'un autre côté, du genre voilà, il faut être attentif à ce genre de choses dans le texte, ce qu'on appelle les connecteurs logiques, hein, c'est-à-dire les mots qui marquent qu'on passe à une autre étape en fait dans le raisonnement de l'auteur. Une autre remarque, là en passant pendant que j'y pense, justement, il faut aussi prendre donc ce texte, hein, alors j'espère que c'est déjà évident à partir de tout ce que je viens de vous dire, mais il faut prendre le texte comme un raisonnement. On est là sur ce point très loin de l'explication de texte en français, en littérature, parce qu'on ne va pas chercher des figures de style. Et dans un texte de littérature, on va chercher les procédés qui permettent à l'auteur de communiquer une émotion ou qui permettent à l'auteur
de provoquer un sentiment de beauté, par exemple, chez le lecteur. Là, en philo, on n'est vraiment pas du tout là-dessus. Et alors, je crois que ça se déduit assez logiquement de tout ce que je vous ai dit, puisque si vous considérez votre texte comme une partie de dissertation, bah, vous vous êtes bien rendu compte que quand vous rédigez des parties de dissertation, vous n'êtes pas en train de faire de la poésie ou d'écrire un roman. Hein. Donc, voilà, on ne cherche pas la beauté littéraire quand on rédige une dissertation de philo. Et de la même façon, un texte philosophique, ça n'est pas un texte littéraire, c'est-à-dire que ça n'est pas un texte qui cherche à communiquer des émotions, ça n'est pas un texte qui cherche à être beau, c'est un texte qui cherche à démontrer quelque chose, à démontrer une thèse, hein, tout simplement. J'emploie le mot démontrer, il est peut-être un peu fort, mais c'est justement, je marque ça exprès pour dire que voilà, c'est une argumentation et ça n'est pas du tout une œuvre artistique, tandis que les textes qu'on étudie en littérature sont des œuvres artistiques. Hein. Un roman ou un poème, c'est une œuvre d'art au même titre qu'un tableau ou qu'un morceau de musique. Voilà, j'arrête là-dessus, mais c'est aussi quelque chose de quand même d'extrêmement important parce qu'il arrive qu'on voit des copies qui partent dans trop une analyse de la forme, dans les figures de style, et c'est pas vraiment pas du tout ce qu'on vous demande ici, et pas du tout ce qu'on valorise donc quand on note les copies. Oui, alors, dernière chose, quand vous lisez et relisez le texte, vous vous demandez évidemment aussi quel lien vous pouvez faire entre ce que vous êtes en train de lire, ce texte, et les idées que nous avons vues en cours. Voilà. Donc encore une fois, le texte s'insère par rapport à une des notions qu'on a vues. Le texte répond à une question philosophique qui a été traitée dans l'année. Et très souvent, le texte défend une thèse philosophique qu'on a vue pendant l'année. Il peut arriver par contre que les arguments qu'il utilise pour la défendre ne soient pas les arguments qu'on a vus pendant l'année, parce que pour toute thèse philosophique, il existe en fait des centaines d'arguments et on ne peut évidemment pas tous les voir pendant l'année. Voilà, mais vraiment gardez en tête le fait que gardez en tête le fait qu'il faut relier tout ça aux choses vues dans l'année. Et en fait, normalement, au fur et à mesure que vous lisez le texte, ça se fait tout seul. Si vous connaissez vos cours, des choses vont vous revenir par association d'idées, des choses dans le texte vont vous faire penser à telle ou telle chose dont on a parlé, et ensuite là aussi, au fil des relectures, vous essayez de voir si l'idée que vous avez, que ça parle bien de telle chose ou telle chose, au fil des relectures, vous essayez de voir si c'est bien ça, si vous ne vous trompez pas et si vous ne faites pas le lien avec autre chose qui ne serait pas dans le sujet. Voilà donc pour tout ce travail préparatoire, mais je crois qu'il est essentiel. Je crois que si tout ça est bien fait, donc on est encore, pour moi, là, à un moment de l'épreuve où vous n'avez encore rien écrit, mais pour moi, si tout ça est bien fait, il n'y a pas de raison ensuite que votre explication de texte ne soit pas réussie. Hein. Si vous avez identifié la question à laquelle il répond, identifié la thèse, identifié les arguments, trouver le plan du texte et que vous êtes capable de réexpliquer à peu près les arguments, que les arguments sont compréhensibles pour vous, il n'y a aucune raison, en fait, le plus dur est déjà fait. Hein. Le plus dur est déjà fait et après, il n'y a plus qu'à écrire tout ça et simplement à le mettre dans le bon ordre, mais ça n'est vraiment pas la principale difficulté. Alors, justement, sur cette rédaction, pour commencer à en parler, même si là pour l'instant je vais aborder en détail que l'introduction, mais quand même pour avoir tout de suite une idée. Dans la copie qu'on vous demande donc de fournir à la fin de l'épreuve, il doit y avoir une introduction, il doit y avoir une partie rédigée pour chaque partie du texte, il doit y avoir une partie critique, j'y reviens après, et il doit y avoir une conclusion. Je reviens rapidement sur chacun. Dans l'introduction, il faudra qu'il y ait le thème, le problème, la thèse et le plan du texte. Donc justement, tout ce travail qui normalement est déjà fait, si vous avez bien lu le texte et bien fait tout ce dont je vous parlais avant.
Le thème du texte, c'est tout simplement de quoi le texte parle. Donc ça, c'est très rapide, c'est vraiment une phrase, hein. Par exemple, eh bien, ce texte parle de la question de déterminisme et liberté. Le problème du texte, ça va être la question à laquelle le texte essaie de répondre, donc dont on a parlé déjà. Alors, question qui n'est pas dans le texte, hein, qui est une question implicite. Et là, on va formuler le problème comme en dissertation, c'est-à-dire expliquer par exemple le problème de déterminisme à liberté, que d'un côté, on peut penser qu'on a un libre arbitre et que nous sommes maîtres de nos actions, mais que d'un autre côté, on a des raisons de penser qu'il y a peut-être des choses qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte et qui nous font agir d'une manière déterminée sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc ça c'est pour le thème et problème. Donc thème très rapide, une phrase, problème un peu plus long, je dirais 4-5 lignes, hein, pour formuler le problème philosophique, la question philosophique à laquelle le texte répond. La thèse, donc, c'est la réponse du texte à cette question. Il faut la donner là aussi de manière un peu précise, hein, je dirais là aussi 4-5 lignes, une phrase quand même bien construite, et une phrase qui du coup va être une affirmation, hein. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple, dans ce texte, l'auteur défend que les êtres humains ont un libre arbitre, hein, quelque chose comme ça. Et même un peu plus détaillé, mais je veux dire, la thèse, c'est pas le libre arbitre, hein. La thèse, c'est les êtres humains ont un libre arbitre, ou c'est à l'inverse, les êtres humains sont déterminés, par exemple. Mais voilà, une affirmation complète. Enfin, dernier élément de l'introduction, c'est le plan du texte dont on parlait, les fameuses 2 ou 3 parties qu'on découpe dans le texte. J'y reviens sur les diapos suivantes quand on parlera de l'introduction plus en détail. Dans votre copie, il y aura ensuite une partie rédigée pour chaque partie du texte. Donc en fait, on va suivre le texte dans l'ordre. Si vous avez trouvé 3 parties dans le texte, eh bien, vous écrivez une première partie dans votre copie qui explique la première partie du texte, puis une deuxième partie dans votre copie qui explique la deuxième partie du texte, puis une troisième partie dans votre copie qui explique la troisième partie du texte. Donc on suit le texte dans l'ordre, hein. C'est pas une étude thématique où on regrouperait les choses, non, on suit l'ordre du raisonnement de l'auteur. Enfin, ou presque enfin, à ces 3 parties d'explication que vous faites pour expliquer les 3 parties du texte, il va falloir ajouter une dernière partie, une partie critique, dans laquelle vous donnez des arguments qui permettent de critiquer les arguments et la thèse du texte. Autrement dit, comme en dissertation, on va aller défendre la thèse adverse, on va aller essayer de faire des objections à ce que l'auteur a défendu. La seule différence, c'est qu'en dissertation, on va faire une partie pour chaque réponse. Là, évidemment, on aura fait déjà 3 parties pour la réponse de l'auteur, hein, puisque ce qu'on fait en fait, c'est d'étudier sa réponse. Et il y aura seulement une partie pour essayer de le critiquer, pour essayer de repartir dans l'autre sens, pour essayer de faire une négation par rapport à sa thèse, hein, si vous vous souvenez de l'idée de hypothèse, négation, thèse, hein, dans la méthode de la dissertation. Donc pour faire une négation par rapport à ce que l'auteur a affirmé. Voilà, on y reviendra en détail aussi, mais ça fait donc que, par exemple, si mon texte a 3 parties, eh bien mon explication de texte aura 4 parties, puisqu'il faut ajouter la partie critique. Enfin et pour finir, il faudra une conclusion dont on reparlera aussi en détail dans la deuxième vidéo. Alors, je reviens peut-être plus en détail pour finir cette première vidéo sur la rédaction de l'introduction. Alors déjà, première chose, c'est que j'aurais tendance à vous conseiller, alors là, un petit peu différent de la dissertation. Vous savez qu'en dissertation de philo, moi je conseille de rédiger votre introduction plutôt à la fin, c'est-à-dire une fois que vous avez déjà rédigé toutes les parties de votre dissertation. Là, je pense que, comme l'exercice est quand même un peu différent, il est bien d'essayer de faire une première introduction au brouillon. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé votre demi-heure à lire et relire le texte, à vous demander quel est le problème, la thèse, quel est le plan,
vous prenez un brouillon, vous essayez de faire une introduction d'une demi-page dans laquelle vous reprenez justement tous ces éléments. Cette introduction au brouillon, ensuite, on la mettra de côté, on rédigera nos parties de l'explication de texte, et une fois ces parties rédigées, on recopiera l'introduction au propre, on aura laissé de la place au début de la copie pour l'introduction, soit on n'a plus beaucoup de temps et on recopiera notre intro au brouillon tel quel, soit il nous reste du temps et on essaiera de refaire cette introduction en mieux, parce que sans doute, après avoir rédigé toute l'explication, on aura les idées encore plus claires sur le problème, la thèse et le plan du texte. Mais néanmoins, ça lance votre explication précisément de poser sur le papier, avec votre introduction au brouillon, de poser sur le papier le thème, le problème, la thèse et le plan du texte. Donc, c'est les éléments dans l'ordre. Donc, dans l'introduction vraiment de l'explication, là, c'est procédure hyper carrée, toujours la même. Le thème d'abord, le problème ensuite, la thèse ensuite, le plan ensuite, c'est tout. Hein. Pas de cinquième élément, mais ces 4 éléments obligatoirement. Alors, le thème du texte, je l'ai dit, j'y reviens pas, une phrase rapide, de quoi le texte parle, et on essaie de voir notamment à quelle notion du programme le texte renvoie. On essaye d'avoir un thème un peu précis, par exemple, je garde toujours mon exemple du texte qui aurait comme thèse qu'on a un libre arbitre. Dans ce cas, on va essayer de dire que le thème c'est le libre arbitre, ce qui est plus précis que de dire que le thème c'est la liberté en général. Hein. Donc on essaie quand même de donner le thème précis, même si c'est très rapide et qu'encore une fois, c'est une seule phrase. Deuxièmement, le problème du texte, alors je vous le disais, un peu plus long, 4 ou 5 lignes. Notre introduction doit faire en tout à peu près une demi-page, hein, ou disons pas moins d'une demi-page. Donc problème du texte, j'en ai parlé pour la diapo précédente, hein, donc c'est la question philosophique à laquelle répond le texte. On le fait comme en dissertation. Thèse, idem, donc on formule la réponse, encore une fois, une phrase un peu précise, 4 ou 5 lignes, une phrase ou 2 phrases, une affirmation, et encore une fois, la thèse du texte, ça n'est pas un mot, la thèse du texte, ça n'est pas le libre arbitre. Hein. La thèse du texte, c'est que, par exemple, l'être humain possède un libre arbitre, et donc qu'il n'est pas intégralement déterminé. Alors, enfin, sur le plan, je vais revenir surtout là-dessus. Alors, le plan du texte, c'est une étape, mine de rien, importante. Il va falloir, alors sans citer le texte, et d'ailleurs, en fait, dans toute l'introduction, règle absolue, on ne cite pas le texte dans l'introduction. On ne cite pas le texte dans l'introduction parce que dans l'introduction, on est censé être synthétique, et en plus, si vous voulez, malheureusement en introduction, citer le texte peut être une manière de noyer le poisson, et par exemple de recopier une phrase du texte au lieu de formuler soi-même la thèse du texte. Bon, ça, ce sont des subterfuges que les correcteurs n'aiment pas, donc vraiment, ne citez pas le texte en introduction parce que ça risque plutôt de vous faire perdre des points, et dans tous les cas, ça ne vous en fera pas gagner. Donc, même dans le plan du texte, on va dire que, par exemple, il y a 3 moments du texte qui vont le premier qui va de la ligne 1 à la ligne 5 et le deuxième qui va de la ligne 5 à la ligne 10, mais on ne va pas dire que la première partie du texte va de telle phrase, et vous mettez la phrase entre guillemets, à telle autre phrase entre guillemets. Non, c'est pas la peine. Hein. Vous mettez les numéros de ligne du texte, ça suffit amplement, mais surtout, le plan du texte, ça ne va pas être juste de dire il y a une première partie qui va de la ligne 1 à la ligne 5 et une deuxième partie qui va de la ligne 5 à la ligne 10. Il va falloir dire ce que contiennent chacune de ces parties de manière rapide. C'est-à-dire que grosso modo, on va faire une phrase pour chaque partie du texte, et on va résumer rapidement ce que dit l'auteur dans chacune de ces parties du texte. Hein. C'est-à-dire que ça va être plutôt quelque chose du genre, par exemple, dans la première partie du texte, l'auteur énonce sa thèse
qui est que, et on redonne la thèse. Dans une deuxième partie du texte, il donne un premier argument qui consiste à dire que l'animal est déterminé par son instinct, mais que l'être humain n'est pas déterminé par son instinct, par exemple. Hein, mais voilà. Donc, non seulement résumer ce que dit l'auteur dans la partie du texte, mais je dirais même aussi essayer de dire ce que fait l'auteur dans cette partie du texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est en train là d'affirmer la thèse, est-ce qu'il est en train de donner un argument, est-ce qu'il est en train de critiquer la thèse opposée à la sienne. Hein. Par exemple, s'il défend le libre arbitre, bah, peut-être qu'il y aura un moment du texte où il va critiquer la thèse déterministe, etc. etc. Voilà, bon, ça, je vous renvoie au corrigé, hein, aux exemples aux exemples d'explication de texte rédigés que je vous ai fournis. Mais attention à cette étape, elle est vraiment importante aussi. Et donc, attention vraiment sur le fait qu'on vous demande de résumer pour chaque partie du texte ce que dit l'auteur, ce que fait l'auteur. Donc je dirais le plan du texte, là aussi 4, 5, 6 lignes, hein, pour arriver à un total de 15-20 lignes, hein, sur la totalité de l'introduction. Vous voyez, si on compte, mettons une ligne ou deux pour le thème, 4-5 lignes pour le problème, 4-5 lignes pour la thèse, 5-6 lignes pour le plan du texte, on arrive à quelque chose qui est entre 15 et 20 lignes. Voilà donc pour cette première étape donc dans l'explication de texte, donc le travail préparatoire. La rédaction d'une première introduction au brouillon, et donc nous verrons dans la deuxième vidéo la suite de l'explication, c'est-à-dire comment rédiger les grandes parties, et la partie critique et aussi la conclusion.